Donc bonjour à tous. Donc, je suis Florent Epo, je travaille chez Dalim Software, je suis chef de projet et je vais vous parler de l'intelligence artificielle comme booster du contenu avec deux parties. Une partie, l'état de l'art de l'intelligence artificielle à aujourd'hui, avec quelques exemples qui datent des 2 dernières semaines, donc vous allez voir, ça bouge beaucoup. Et puis une deuxième partie sur l'application, la mise en application de l'IA au quotidien, ce que nous on fait déjà depuis des années. Donc, merci, voilà. Ça marche, voilà. Donc, alors j'ai pas mes notes, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on a un développement qui est exponentiel. 2023, c'est l'année de l'IA. ChatGPT, c'est sorti en 2022, fin 2022. GPT-4, c'est sorti en avril 2023. Aujourd'hui, tout le monde ne parle plus que ça. Il y a des tonnes d'outils dans tous les sens. C'est incroyable. Qu'est-ce qui fait que c'est génial? C'est que c'est facile. Je pense que vous avez essayé, mais c'est incroyablement évident. On peut s'exprimer en langage naturel. Alors parfois il faut parler anglais, mais c'est quand même très facile. Je pense pouvoir affirmer que dans pas longtemps du tout, on sera tous dans des usines d'IA. On ne sera plus dans les entreprises comme on le connaît aujourd'hui. On sera tous des producteurs d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'au moins on sera utilisateur de ces intelligences artificielles, mais aussi on va les alimenter. On les utilisera au quotidien pour tout ce qu'on va faire. Ça va devenir quelque chose d'essentiel pour toutes les sociétés dès maintenant, en fait. Hop, voilà. Oui, qui a déjà utilisé une IA? Alors en théorie, c'était pas affiché là. Une personne, 2, 3, non, tout le monde. Oui, déjà l'écriture prédictive des SMS, tout le monde l'a déjà fait, et c'est ça qui a servi de base pour l'entraînement des larges langages modèles, comme ChatGPT. Donc tout le monde l'a déjà fait, et ça c'est la base. Deuxième chose, vous avez peut-être un iPhone, un Android qui classe automatiquement les photos par visage. C'est incroyable. Les enfants, ils arrivent vraiment à reconnaître la même tête à différents âges. C'est incroyable ce que ça peut faire. C'est de l'intelligence artificielle aussi. Tous les chats automatisés aussi, ceux qu'on n'aime pas là, sur les sites ou par téléphone, eh ben, ça aussi c'est de l'IA. Ça reconnaît votre voix, ça réagit en fonction. On l'utilise au quotidien. Et puis bien sûr, Siri, Alexa, OK Google, auxquels vous avez bien sûr eu affaire. Alors, hop. Je vais vous parler un petit peu des larges langages modèles. Donc les larges langages modèles, c'est ChatGPT. Et juste pour rappeler quelques petits faits sur ce que c'est, parce que vous allez bientôt l'utiliser. Le large langage modèle, c'est un outil qui comprend le sens des mots. C'est-à-dire, vous voyez sur la droite, là, vous avez une représentation de un petit peu les mots et leur signification représentés côte à côte. Donc si vous voyez un petit peu, alors là je ne sais pas si j'ai le pointeur, voilà, attribuer, interpréter, discuter, demander. Vraiment, les mots sont plus proches comme ça. Et ça, c'est un schéma de chez Wolfram qui a été traduit par une IA. Dans Google, quand vous mettez dans Google Traduction, quand vous mettez une image, il vous la traduit, vous traduisez les mots. Et donc tout simplement, je l'ai traduit et copié. Donc c'est un schéma en anglais. Donc aujourd'hui, on peut déjà se servir des IA tous les jours. Le principal avantage des larges langages modèles, et c'est ça la principale évolution qui fait qu'elles sont faciles, c'est qu'on peut dialoguer avec eux en langage naturel. On peut leur parler, leur poser des questions, leur dire non, recommence s'il te plaît. On n'est pas obligé de dire s'il te plaît d'ailleurs, mais on leur donne des instructions et ils font ce qu'on veut. Ils sont aussi capables de répondre dans un contexte donné. Tu es un romancier, réponds-moi. Tu es un spécialiste dans tel domaine, réponds-moi. On ne va pas avoir les mêmes réponses. C'est multilingue, c'est-à-dire que si vous avez déjà été sur Internet et vous avez trouvé des prompts, on va reparler après ce que c'est un prompt, mais des prompts en anglais qui vous vont bien, vous pouvez tout à fait le mettre dedans, en tous les cas dans ChatGPT, et après vous lui dites on passe en français, et il vous répond OK. Et tout le reste de la conversation se passe en français, le comportement reste le même. Il a compris le comportement, quelle que soit la langue. C'est fantastique. Et accessoirement, ça supporte les erreurs d'orthographe qui sont de plus en plus communes aujourd'hui. Donc c'est pas grave si on n'écrit pas bien. Et en général, ce qui sort, lui, est complètement juste. Il y a des applications directes, donc déjà à faire des chatbots dans plein de langues, dont le français, mais aussi générer ou traduire ou obtenir un résumé du texte. Donc vous lui mettez un PDF, vous lui demandez fais-moi un résumé en 1 page de ce document de 200 pages. Il va le lire, ça prend quelques secondes, et vous aurez votre résumé. Vous pouvez demander un résumé en 10 lignes, un résumé en 2 lignes, un résumé en 1 mot.
il va vous le faire. Et si vous n'êtes pas content, vous lui dites recommence de cette façon-là, et il va le faire aussi. Donc c'est un outil très très pratique au quotidien pour manipuler du texte. Ça marche aussi pour générer, ou optimiser ou corriger du code. Si vous n'êtes pas développeur, vous avez peut-être déjà quand même voulu le faire, et c'est toujours très compliqué de s'y mettre et de comprendre ce qui se passe. Eh bien, demandez-lui, vous allez voir, vous pouvez écrire des scripts dans à peu près tout. En Python, c'est la mode, le Python. Et du coup, grâce au Python, vous allez pouvoir interroger d'autres IA et construire vos propres petits automatismes. Donc c'est très facile à utiliser. Ça a une connaissance globale. C'est-à-dire que ce que vous voyez sur la droite là, c'est les top sites, les 15 sites du C4. Le C4, c'est le Common Crawl Content. En gros, c'est une association en théorie à but non lucratif, copine de Google, qui a enregistré tous les sites web depuis le début du web. En gros, tout ce que vous avez écrit un jour sur Internet est là-dedans. Alors, soi-disant, c'est les sites catégorisés, mais j'ai laissé les petites lignes en bas. C'est un article du Post, du Washington Post, et qui écrit qu'il y a certains sites qui sont de toute façon plus accessibles, donc on ne pourra pas vérifier. Donc, ce que vous avez écrit il y a 15 ans, eh ben, c'est dedans, très probablement, et on ne le sait pas. Bon. Après, toutes ces données sont anonymisées, normalement, il n'y a pas votre nom explicitement dedans, mais si vous avez une société qui existe depuis 10 ans, vous pouvez être sûr que vous demandez à ChatGPT, il la connaît. Voilà. Vous pouvez aussi remarquer que le premier de la liste, c'est patent.google.com, c'est-à-dire le répertoire de tous les brevets du monde qui a été aspiré par Google. Et donc, ça représente 0,46%, ce qui est la plus grosse partie de tout le dataset. Le deuxième, c'est Wikipédia en anglais. Wikipédia en anglais, c'est gigantesque, hein, c'est des millions de pages aussi. Et ça, ce n'est qu'une toute petite partie de tout ce qu'il sait. Ça, c'est sa base. Et encore, c'est une petite partie parce que ChatGPT, lui-même, même pas le GPT-4, a été enregistré avec 40 fois le volume de ça. Donc 40 fois le volume de 15 millions de sites web. C'est complètement incroyable. Et c'est d'ailleurs grâce à ce volume de données, ce seuil, qu'on a réussi à atteindre un point d'intelligence. On va en reparler après. En tous les cas, on peut adapter, on peut s'en servir pour adapter son comportement, pour assimiler des textes, des méthodes, du vocabulaire, en lui donnant des instructions ou en lui faisant de l'apprentissage. Alors lui faire l'apprentissage, c'est un vrai travail de développeur orienté en intelligence artificielle, même s'il y a des méthodes où on peut le faire. Mais globalement, on va plutôt lui donner des instructions et dans ce cas-là, il va respecter la méthode de travail dans l'entreprise, respecter ce qu'on lui demande, puisqu'il comprend très bien et il est capable d'exécuter les ordres. Ça nous donne un outil qui a une capacité à reproduire un schéma de pensée et d'action. Donc une fois que vous avez votre schéma de pensée, on va en reparler après de ce que ça peut faire, vous aurez un plan d'action. Il peut même demander à exécuter des actions à d'autres acteurs. Si vous doutez qu'il est intelligent, eh bien, pour les tester, ils ont fait passer à ChatGPT les examens du bac aux États-Unis. Ça s'appelle des AP. Et donc, en bleu, vous avez GPT 3.5, donc ce qui est sorti l'année dernière, qui était déjà très bien, hein, puisque du coup, il obtient quand même 90% de la note dans les sciences environnementales. Okay. Bon, après, en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais il n'est pas très bon. Hein. Et, en vert, vous avez GPT 4, en vert clair. Et en vert foncé, vous avez GPT-4 avec la vision. Alors, je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, ils l'ont laissé une semaine quand ils ont sorti GPT-4, et au bout d'une semaine, ils ne pouvaient plus reconnaître la vision. Mais n'empêche qu'il y a eu quelques preuves que ça marchait, je pense qu'ils vont le remettre, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas laissé. Mais en tous les cas, vous voyez que dans ces cas-là, les examens, il est capable de lire les schémas. Il est capable de comprendre ce qu'on lui demande, de comprendre les formules mathématiques, par exemple, et de les interpréter. Il y a par exemple l'examen de physique, on voit qu'il a eu 80% quand même. Hein, les humains sont bien en dessous de ce seuil. Hein. Donc du coup, il est quand même plus intelligent, entre guillemets, que la plupart des humains aujourd'hui. Il a plus de savoir et une connaissance plus globale. Donc ne doutez pas qu'il soit intelligent. Il a des capacités d'analyse. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre si un texte ou une image répond à un cahier des charges. C'est comme ça que je vais définir l'analyse. Par exemple, à droite, vous lui donnez une image et le texte qui est en haut. Qu'est-ce qui arriverait si les ficelles étaient coupées? Il voit juste ça, il répond, les ballons vont s'envoler. Il comprend que c'est des ballons, il comprend qu'ils sont retenus par un fil, et il comprend que si on coupait, ça s'envolerait. Donc on va quand même
assez loin dans la compréhension. Et ça, c'est un exemple très simple, mais il y en a beaucoup plus. En plus, comme il a une capacité d'analyse, on peut lui donner un texte et lui demander de proposer des actions, ou de lui demander de noter, d'apprécier un texte. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est créatif ou pas? Du coup, on va pouvoir créer des agents automatisés, donc qui, sur la base d'instructions, vont pouvoir décider des actions à réaliser, les exécuter, analyser son propre résultat, faire une synthèse et recommencer peut-être. En plus de ça, une nouveauté de GPT-4 donc, qui est sortie il y a 1 mois et demi maintenant, c'est qu'il y a des plugins. Et les plugins, il y a tous les grands noms du monde qui s'y sont mis. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez, le premier c'est Adobe, hein, mais vous allez avoir IBM là-dedans, vous allez avoir des sites de voyage. Et là, c'est pas qu'une connexion API, c'est-à-dire une connexion entre programmes. C'est une connaissance profonde et instantanée de tout ce qui se passe. Donc c'est difficile d'expliquer comment ça marche, mais c'est comme s'il connaissait par cœur tous les horaires d'avion du monde, par exemple. Vous êtes connecté à Expedia, mais en un pouillème de secondes, il va pouvoir savoir quel avion va où et quand et comment on pourrait faire vos correspondances. Alors bien sûr, ça va beaucoup plus vite et ça permet des applications qu'on n'imagine même pas. Donc ça, c'est l'avenir. Pour l'instant, on n'a pas pu beaucoup s'en servir de ces trucs-là, mais en tous les cas, on voit qu'il y a des interconnexions et que ça intéresse énormément de monde. Pour terminer ce chapitre sur les larges langages modèles, c'est très pratique, c'est génial, mais c'est qu'un assistant, c'est pas un remplaçant. Croyez pas qu'il va vous remplacer. Par contre, à vous d'apprendre à vous en servir. Avec lui, vous serez plus puissant. Sans lui, vous serez remplacé. Donc l'idée, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser. Alors un exemple, hein, là dans le schéma à gauche en anglais, en bas vous avez sans intelligence artificielle, vous avez peut-être 5-6 heures de brainstorming, 10 heures de drafting, donc de préécriture, et je sais pas, 5 heures de finalisation. Avec l'AI, l'IA, comme vous voulez, on va pouvoir réduire le brainstorming parce que lui, il est capable de brainstormer tout seul. On va réduire la partie drafting parce que lui, il est capable de pré-rédiger et de faire plein de versions. Et on va pouvoir se concentrer un petit peu plus sur la partie édition. Mais au final, on va gagner beaucoup de temps. Alors pourquoi? Donc concrètement, hein, rédiger des textes pour du SEO par exemple, hein, résumer des vidéos. Aujourd'hui, il y a plein d'outils, vous lui donnez une vidéo, il vous sort un résumé, il vous propose un titre. Donc c'est quand même énormément de temps, hein, parce que rédiger ça prend beaucoup de temps. Mais aussi, pourquoi pas, classer les retours des utilisateurs. Alors, je ne sais pas si vous faites du community management, mais ça prend énormément de temps de lire tous les commentaires, de répondre, d'analyser si c'était positif ou négatif. Ben, tout ça, il va pouvoir le faire et pré-proposer une réponse. Alors peut-être qu'il ne va pas répondre tout seul, ce serait un petit peu abusé, je trouve, mais en tous les cas, proposer une ou plusieurs réponses, et du coup, on n'a plus qu'à appuyer et ça propose le résultat. Donc c'est très concret, ça fait gagner vraiment du temps, et en plus, bah, c'est visible par les utilisateurs. Et derrière, on va pouvoir automatiser les tâches répétitives, appeler d'autres IA, c'est un peu ce que je disais avant, mais on peut aller beaucoup plus loin. Quelques exemples. Exemple texte-to-image, quelque chose que tout le monde a utilisé peut-être. Midjourney, où il existe plein d'outils, DALL-E par exemple, pour générer des images. Le meilleur, mon préféré en tout cas, c'est Midjourney. Midjourney, à qui vous pouvez demander des photos de chats, mais vous pouvez demander aussi Pocahontas en 3D ou votre acteur préféré sous forme de tableau. Il est très très bon dans l'architecture, très bon dans les dessins, toutes les voitures. Vous pouvez lui demander toutes les voitures, il va vous les faire pile poil et repeindre comme vous voulez. Vous pouvez lui demander des posters de Dark Vador, mais aussi vous pouvez lui demander des logos, par exemple, ou la photo d'une coiffure à fleurs photoréaliste, et la qualité est incroyable. Donc ça, c'est un exemple pour vous montrer la différence entre l'année dernière et cette année. À gauche, vous avez un exemple de 2022 avec Stable Diffusion, à qui j'ai demandé le poster d'un homme dehors, dans une atmosphère calme, avec des étoiles et la lune dans le ciel, à la façon de Miro, Moucha, ainsi de suite. Bon voilà. L'année dernière, on avait ce qu'il y a à gauche. Donc on voit vaguement la tête de la personne. L'idée est là, c'est joli, mais bon, je ne l'encadrerai pas chez moi. À droite, on a quelque chose qui est photoréaliste, avec un fond joli. On a vraiment quelque chose d'utilisable pour de la com. Donc aujourd'hui, ça va vraiment bien.
Et Midjourney sort des mises à jour régulièrement. La version 5.2, là, elle est sortie il y a une semaine, et il y a 2 semaines, ils ont sorti la version 5. Enfin, et à chaque fois, ça progresse, ça progresse, ça progresse. C'est de plus en plus photoréaliste. Et je vais vous montrer un exemple donc, de comment ça se génère. Hein. Ça fonctionne avec votre prompt, ce que vous demandez, va être mélangé à des nuages de points. Et au fur et à mesure, il va essayer d'améliorer les points pour se rapprocher de votre demande. Ici, il propose à chaque fois 4 images, donc 10 itérations, 20, 30, 40, ainsi de suite. À la fin, vous avez une image qui est photoréaliste. Alors là, c'est l'exemple d'un prompt très très classique dans les IA, portrait d'une jeune femme cyberpunk futuristique. Bon. Et vous voyez que c'est correct dans le sens où c'est proportionnel, c'est réaliste, c'est pas déformé, on a des reflets dans les yeux. Ça, c'était il y a 2 semaines, ça n'existait pas, ça. Hein. On n'avait pas les reflets dans les yeux. On avait les yeux noirs ou ternes, en tout cas. Là, c'est assez incroyable, quand même. Et ça ne fait pas que des choses jolies. On peut demander une vieille cyberpunk. Et c'est quand même superbe. J'adore ces photos. Elles sont magiques. Et ça, c'est juste le texte que vous voyez en dessous, ça a généré ça. Avant, il fallait mettre tout le texte que vous avez vu dans le prompt d'avant, avec Stable Diffusion, il fallait mettre un texte de 3 km qui précisait exactement ce qu'on voulait. Aujourd'hui, par défaut, ça va être photoréaliste et vous allez avoir ce genre de résultat. C'est fantastique. Moi, j'ai envie d'encadrer la plupart des choses que je fais. Ça fait de l'art. Après, on peut critiquer si c'est bien, si c'est pas bien et tout, mais en tous les cas, le résultat, c'est vraiment de l'art. Comment ça marche? L'idée, c'est de bien préciser sa demande. Et ça va être global à toutes les IA. Il va falloir lui donner les bonnes instructions. Par exemple, si vous mettez le mot curry, eh ben, vous obtenez ceci. Alors, si vous n'êtes jamais allé à Los Angeles, à San Francisco, et que vous n'êtes pas bon dans le basket, vous ne connaissez pas Stephen Curry. Mais Stephen Curry, c'est un joueur de la NBA à San Francisco. Et donc, du coup, pour l'IA, qui a été pour la plupart créée à San Francisco, un curry, c'est lui. Voilà. Par contre, si vous lui demandez un curry servi avec du riz, des nanes de façon photographique, vous allez avoir ceci. Donc 8 mots. Très bien. Okay. Et maintenant, si vous lui demandez une photographie gourmet d'un curry indien servi avec du riz et des nanes, image zoomée, très détaillée, blablabla, voilà, un truc un peu plus complet, là, vous allez avoir une superbe image prête à utiliser. Et maintenant, ce texte-là, une fois que je l'ai préparé, mon prompt, une fois que je l'ai préparé, je vais pouvoir le réutiliser. Et donc, si je fais par exemple un kebab, alors pour lui expliquer ce que c'est un kebab, j'ai mis Turkish Doner Kebab. Là, il a compris. Mais vous voyez que les photos, même si elles ne ressemblent pas forcément à un kebab de maintenant, c'est quand même très joli. Et c'est carrément utilisable. On pourrait le mettre dans un menu. La même chose avec des donuts. Hein, même texte, hein, donuts. Ils sont très beaux, mes donuts. Vraiment, c'est superbe. Bon, je vais avancer. La licence est souvent ouverte aux usages commerciaux. Donc, c'est très positif, vous allez pouvoir l'utiliser. Mais attention, l'IA, en général, reste propriétaire de l'image. Donc, du coup, votre image risque d'être rendue publique et votre prompt et votre image risquent d'être conservées pour améliorer l'IA. Surtout quand vous donnez une image. Hein, quand vous donnez une image de vous-même pour faire une autre image de vous-même par l'IA, rappelez-vous que l'image reste dedans. Alors, ouais, quelques exemples. Cette image a gagné le Sony World Photography Award 2023 en avril, et le gagnant a refusé son prix parce que ça avait été fait par une IA. Une autre, celle-là aussi, a gagné un prix, et pareil, il a refusé son prix. Théâtre d'opéra spatial, c'est de la peinture numérique. Voilà. Peut-être que vous avez entendu parler de ça aussi, c'est une campagne de pub de chez Undies, où ils s'étaient vantés d'utiliser des IA pour fonctionner. Et là, vous voyez que d'ailleurs, ça date peut-être un petit peu, les visages sont un petit peu déformés. La caution qu'ils ont dit, c'est oui, on a utilisé une IA pour pouvoir ne pas avoir de bulles dans notre photo, parce que c'est très difficile de prendre une photo sous l'eau. Bon, c'était surtout pour faire du buzz. Ça leur a plutôt fait un bad buzz. Donc voilà, à voir si on l'utilise. On va parler après législation. Ah oui, est-ce que vous avez tous vu le dernier Photoshop? Parce que là, c'est juste incroyable. Je vais vous montrer un petit... Je l'ai pas. Bon, je l'ai pas. Je vous montrerai une autre vidéo après. Bon, le dernier Photoshop... Non, moi, ça n'a pas marché. Bon. Le dernier Photoshop, il est capable de faire de l'édition en live de votre photo, de combler les blancs. C'est juste incroyable. D'ailleurs, ah non, j'avais Photoshop là. Vous pouvez le télécharger hein, si vous avez la Creative Cloud
vous cliquez sur Beta App, vous cliquez dessus, vous l'avez le dernier Photoshop avec le génératif. Vous avez juste à sélectionner une partie de votre image et dire ce que vous voulez dedans, et il le fera, ce sera détouré, intégré, il pensera à l'orientation du soleil, il pensera à respecter, si c'est un schéma, une photo, un dessin, il va vraiment respecter l'esprit. C'est pas parfait, c'est pas mid-journée, c'est plutôt style qualité 2022, mais par contre, c'est quand même fantastique. Autre chose, je vais vous montrer une vidéo toutefois de DragGAN. Alors DragGAN, c'est un truc qui est sorti il y a 10 jours. On va voir si ça marche sur le PC. Oui, voilà. Donc là, on pose des points, et on va pouvoir déformer l'image en rapprochant ces points. Et vous allez voir qu'il va toujours faire une image réaliste. Donc, il descend l'arrière-train du chien, il tourne la tête, il déforme la voiture pour qu'elle soit plus grosse. Vous allez voir, c'est incroyable. Il transforme une petite voiture en une voiture de sport. Il transforme une Polo en Golf et en Tourane. Il déforme le cheval. Le cheval, quand on lui écarte les jambes, il descend un peu. Le chat, quand on lui ferme un œil, ça lui ferme un peu l'autre. Bon, là, c'est mignon, c'est des animaux, très bien. Mais là, par contre, pour déformer les visages, c'est juste incroyable. On peut lui tourner la tête, lui raccourcir les cheveux, lui fermer les yeux, et elle ferme les deux yeux. Ici, on peut déformer des vêtements. Donc ça reste une bêta, mais le code source, comme très souvent, est disponible. Donc ça veut dire que dans pas longtemps du tout, il y a l'open source qui va en prendre possession. Ça va devenir fantastique. Et vous voyez, par exemple, on peut faire monter les arbres, on peut faire remonter le soleil. C'est allé très vite, hein, mais bon. Voilà. Hop. Voilà, c'était un exemple très impressionnant. Un autre, l'avènement, ça va être la vidéo, dans pas longtemps du tout. Donc là, je vous montre aussi une autre vidéo de ce qui va être possible de faire. La vidéo générative, ça va être dans pas longtemps. Allez, hop, on y va, voilà. Donc ici, on commence par un prompt. La personne est habillée avec une robe unie. Et ensuite, on la pilote. On fait un petit script, ce qui va nous faire tourner l'acteur. Texte to performer, hein, texte vers acteur. Et on a notre acteur qui bouge comme on veut. Il paraît même qu'on arriverait à faire des vidéos complètes avec tous les décors, ainsi de suite, du moment qu'on a un script avec des bonnes instructions, bien sûr. Donc c'est incroyable, et ça arrive pour demain. Législation. Tiens, c'est intéressant, ça, législation. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle inquiète beaucoup, puisque du coup, elle est intelligente et elle a de plus en plus de moyens d'action, donc on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec. Donc l'idée, c'est qu'ils vont essayer de faire une loi en 2 ans, où ils vont protéger, alors j'ai plus mes notes, mais ils vont essayer surtout de protéger la reconnaissance faciale, mais la police veut se garder le droit de le faire, donc du coup, en fait, ils ne vont pas le protéger. Ils vont essayer de protéger l'exploitation des personnes, mais là, ça va être impossible à suivre. Donc je me demande ce qu'ils vont arriver à faire. En tous les cas, il y a une volonté. Il y a aussi la CNIL qui a un plan d'action que vous pouvez voir là. On va voir. En tous les cas, ça va être très compliqué parce que même leurs créateurs ne savent pas vraiment comment ça marche, parce que ces systèmes d'IA sont plutôt probabilistes, hein, ils essayent de deviner quel sera le prochain mot, et donc du coup c'est des boîtes noires très difficiles à réguler. Donc on va essayer de mettre des garde-fous, mais ça va être compliqué. Voilà. Et comme on a toujours des exceptions, puisque forcément ça intéresse beaucoup l'armée, au final on ne sait pas trop ce qu'on aura. Deuxième partie. C'était très rapide pour comme introduction, mais bon, comment on le met en application? Alors là, j'ai une super vidéo d'Alim, hop, et qui est... Non. Ça marche? Je sais pas. Voilà. Et la musique. Donc l'idée, c'est qu'on a plusieurs IA qui tournent déjà au quotidien, dont la recherche par couleur. Donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir prendre une image comme repère. Il va extraire les couleurs de cette image, et ensuite, on va pouvoir trouver d'autres images qui correspondent à cette couleur-là. Donc c'est très très pratique quand vous faites un photoshoot. En général, vous avez quasiment toujours les mêmes couleurs parce que vous avez le même décor. Donc grâce à ces outils-là, vous allez pouvoir retrouver toutes les images d'un même photoshoot. Là, on a vu l'ajout de mots-clés automatiques, on va en reparler après. Et on a aussi une recherche par similarité. Et on se connecte déjà à un certain nombre d'intelligence artificielle. Bon, c'est allé un petit peu vite. On va revenir à la présentation. Hop.
Donc Dalim.ES, je ne sais pas si vous connaissez Dalim. Dalim, on est les acteurs historiques sur le marché depuis 1990. On produit des outils qui vont permettre de transformer les PDF. Et depuis une vingtaine d'années, on fait un DAM de production. Un DAM de production, c'est comme un DAM que vous connaissez peut-être, une photothèque, sauf qu'on va pouvoir lancer des workflows à toutes les étapes. Donc ici, voilà un exemple d'interface. Donc dedans, on va pouvoir avoir toutes les fonctionnalités classiques d'un DAM, la recherche, des filtres par taxonomie, par facette, par couleur, comme on a vu avant. Dedans, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez, des PDF bien sûr, des PDF vectoriels, des PDF de packaging. On est vraiment spécialiste du packaging, puisqu'on est capable de les afficher avec toutes leurs couches et le respect de la couleur vraie, y compris en CMJN. On a un système de workflow donc qui fait passer toutes les étapes, tous les documents dans des workflows. Et vous voyez en haut, là, ici, toutes les étapes où en sont toutes les images qu'on a trouvées actuellement. Et donc, on voit qu'il y en a qui doivent être vérifiées, il y en a qui ont été annulées, il y en a qui sont en attente de sélection, il y en a qui sont terminées, il y en a qui sont completed, il y en a qui sont à approuver. Et donc, c'est tout le cœur du système. Bon, on n'est pas là pour vous parler de ça, mais voilà. L'idée, c'est de pouvoir utiliser l'IA pour la recherche par similarité. Alors, la recherche par similarité, ça marche parce qu'il y a une IA qui analyse toutes les images qui rentrent et qui crée un vecteur, c'est-à-dire une suite de chiffres, une cinquantaine de chiffres, avec des nombres à virgule incompréhensibles. Mais n'empêche que grâce à ça, on peut comparer les images. Donc du coup, quand on met une image, on va pouvoir la comparer, soit par couleur, soit par forme. Et là, je n'ai pas le slide avec les formes. D'accord. Bon. On peut aussi taguer automatiquement, parce que le gros problème d'un DAM, c'est de retrouver ces images. Donc là, je mets une image avec 4 personnes, que vous avez peut-être reconnues. Et du coup, j'ai demandé à 3 IA, qui étaient connectés à Dalim.ES, de me sortir des mots-clés autour de cette image. Bah, du coup, dans le sujet, il y en a une qui m'a dit, c'est des femmes, des personnes de haute énergie, c'est des mineurs, des travailleurs. Ok, très bien. Le deuxième, il dit Charlie Watts, Ronnie Wood, Mick Jagger, Keith Richards. C'est peut-être plus juste, ça. Et le troisième, il dit personne, humaine, visage, acteur, vêtements, ainsi de suite. Donc selon l'IA, selon ce qu'on lui demande aussi, et ben, du coup, on va avoir un certain nombre de mots-clés. Et l'idée étant derrière de pouvoir retrouver facilement mon image. Donc ça, c'est l'usage principal, hein, parce que personne ne veut s'occuper à taper des mots-clés. Peut-être que vous utilisez tous un DAM, hein, c'est la plaie pour retrouver ces images, parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots-clés en amont. Du coup, l'IA le fait pour nous, et ça coûte vraiment pas cher. On peut faire aussi la traduction automatisée. Donc l'idée, et ça on fait ça depuis des années, c'est qu'on peut se connecter à plusieurs outils. On en a deux, nous, même source, qui a changé de nom, qui s'appelle Phrase, et SDL, qui sont des gros organismes de traduction semi-automatisés ou manuels, ou automatisés, et qui vont être connectés donc dans les workflows. Vous fournissez un texte, il va être traduit. Aujourd'hui, on peut faire ça avec ChatGPT aussi. Là, bien sûr, on est sur la traduction professionnelle et certifiée. Un cas d'application qu'on va un petit peu creuser, c'est la transcription automatisée. Donc, vous faites une vidéo YouTube. Cette vidéo YouTube, chez nous, on les fait en anglais. Et après, il faut les traduire. Donc, l'idée, c'est qu'on va produire une vidéo en anglais. Et ensuite, on va faire une transcription automatisée pour avoir des sous-titres en anglais. Ça nous fait un fichier texte. Derrière ces fichiers texte, on va les faire traduire et ensuite, pourquoi pas, énoncer. Et ça avec différents outils, Google Vision ou Amazon Recognition, Elastic Transcoder ou autre. Faire transcrire les sous-titres d'une vidéo, ça coûte $1 de l'heure. Donc une vidéo d'1 heure vous coûte $1 pour récupérer le fichier texte. Ça ne coûte rien. Donc du coup, bien sûr que tout le monde va vouloir utiliser ça, c'est beaucoup plus pratique que le retaper. Ça ne veut pas dire que ce sera parfaitement juste, mais ça vous fait gagner énormément de temps. Un exemple de comment ça peut marcher, justement, c'est que la partie transcription peut être automatisée, peut être faite par une IA. La partie traduction peut être faite par une IA. Derrière, vous avez une validation, puisque Dalim.ES, c'est un outil de validation qui va envoyer des mails à différentes personnes et qui va leur demander « Est-ce que tu valides ce texte ?» Donc, elles reçoivent un document Word ou un document PDF et elles vont le relire et le valider ou le refuser. Et du coup, après, ça revient à un rédacteur qui va retravailler ce texte. Sinon, si c'est validé, on obtient des textes validés et ensuite, on va au doublage. Le doublage qui peut être fait par un humain ou pourquoi pas par une IA. À vous de voir. En tous les cas, ce genre de workflow, c'est quelque chose de très très classique dans nos workflows. Avec ChatGPT, on peut faire d'autres choses. Donc ça, je pense que tout le monde l'a déjà imaginé, mais je leur dis si c'est pas évident. On lui donne juste un petit brief client
ici la introduction de la nouvelle machine balayeuse autoportée Swingo. Voilà, donc c'est le client qui m'envoie un brief. Moi derrière, j'ai toute mon expertise, c'est mon prompt. Donc du coup, j'ai préparé quelque chose que je vais faire à chaque fois, de façon à lui faire générer quelque chose. Ici, on va dire qu'on va demander un plan d'action, une proposition d'action et de visuel par rapport à ce brief. Je ne dis pas que ça va être bon, je ne dis pas que tout sera parfait, mais en tous les cas, je vais gagner énormément de temps en amont là-dessus. Et du coup, ce que je peux faire aussi, si j'ai un PIM, si j'ai un DAM, si j'ai des informations techniques, je peux lui donner des PDF ou des informations techniques en vrac avec mon prompt. Donc mon prompt, ce sera voici mon prompt, : voici mon brief client, : voici mes infos techniques. Débrouille-toi avec ça et puis propose-moi quelque chose. Et ça marche carrément. En général, ça nous fait une feuille A4 ou 2 feuilles A4 de prompt. Ça marche très bien. Et bien sûr, des images avec Midjourney ou autres, comme on a vu avant. L'idée, c'est que Dailymesh, c'est un assistant de contenu qui va être capable d'être utilisé, que vous allez pouvoir utiliser au quotidien. On a énormément de marques et d'annonceurs, d'agences qui nous font confiance depuis des années. Donc nous, on est un DAM de production, hein. On n'est pas un DAM forcément très joli. Par contre, on est capable de générer des images pour toutes les plateformes en sortie. On a des workflows de validation qui vont vous permettre d'intégrer des externes, aussi bien que des internes, pour leur envoyer des mails, les harceler quand ils doivent valider. On peut piloter à peu près toutes les AI, toutes les intelligences artificielles, selon ce dont vous avez besoin, puisque tous ont des API auxquelles on peut se connecter. Et ça vous fait un hub, un centre de pilotage où vous pouvez piloter vos projets et les faire avancer encore plus vite grâce à l'IA. En un mot, c'est le parfait assistant pour lancer vos campagnes en un clic. Voilà. Et donc merci. Vous pouvez nous retrouver sur le stand 10 pour plus d'informations ou des démos. Voilà, merci.